Gestes écologiques et conscience vibratoire. Voilà le sujet que je vais aborder à présent. Donc, quelqu'un qui se conscientise peut être appelé à être mis en vibration pour faire certains gestes pour favoriser le respect de l'environnement. Donc, les deux sont compatibles. Et c'est sûr qu'ici, il est question de gestes à caractère écologique, mais en harmonie avec la vibration. Donc, dans l'optique du principe qui avait été amené, entre autres, par Daniel Ménard, c'est-à-dire vibrer et agir. Et au fil du temps, j'ai fait des petites actions dans ma vie de tous les jours à plusieurs niveaux pour favoriser le respect de l'environnement. Et ça va être l'objet de l'enregistrement présent. Parce que c'est sûr qu'à mesure que les gens se conscientisent, sont appelés à être davantage respectueux envers eux-mêmes, leur personne, mais aussi l'environnement qui les entoure. C'est sûr qu'éventuellement, lorsqu'il y aura une masse critique d'individus qui se conscientiseront à la surface de la Terre, des actions de grande envergure seront mises en place pour réduire les problèmes de pollution et différentes problématiques qui vont dégrader l'environnement, pour qu'il y ait un ordre qui s'installe sur Terre pour favoriser une régénération de la Terre, une redynamisation de certaines espèces, entre autres en voie d'extinction, et ainsi de suite, pour qu'il y ait un meilleur équilibre entre les activités humaines et la nature. Et c'est souvent le manque de conscience, d'unité qu'a l'être humain avec son environnement qui l'amène à détruire la nature. Donc la personne qui n'est pas sensible à l'environnement, va polluer les environnements ou faire souffrir des espèces animales, végétales, sans s'en rendre compte. Tandis que si la personne a une conscience d'unification avec le réel, bien à un moment donné, il va capter que il fait tel produit, puis là, ça amène telle espèce à souffrir, fait qu'il va s'adapter, il va s'ajuster pour avoir des actions plus respectueuses et ainsi de suite. Donc, pour en venir au concret, ce que je peux dire, c'est que dans les derniers jours, j'ai été appelé à exercer ma patience. Parce que, en fait, tout a commencé lorsque sur Facebook, en fait, quelqu'un avait envoyé un article sur le fait que les Publisac, bien, ça amène une grande production de papier. Donc, ici, au Québec, à chaque semaine, la plupart des gens vont recevoir le Publisac. C'est quoi? Ben, c'est un sac Publisac, avec des publicités dedans et souvent un journal local. Donc, la plupart des résidents du Québec reçoivent ça par défaut et j'en faisais partie. Et c'est sûr que ça fait beaucoup de papier dépensé inutilement, dans le sens qu'aujourd'hui, les mêmes informations, que ce soit par rapport au journal local ou également les publicités, sont affichées sur Internet. Donc, à ce moment-là, à quoi sert de recevoir des papiers qu'on va par la suite mettre au recyclage ou aux poubelles? Donc, c'est sûr que le Publisac en comportait beaucoup. Donc, il y avait peut-être une trentaine de pages de publicité, puis une trentaine de pages environ d'un petit journal. On parle d'environ 60 pages de papier reçues une fois par semaine. Donc, c'est sûr que si on prend 60 pages multipliées par 52 semaines par année, donc ça doit faire un chiffre quand même assez élevé. Puis si on reçoit ça pendant plusieurs années, pendant 80 ans ou 90 ans, ça représente quand même une masse considérable de papier. Donc, c'est sûr que le Publisac, je le lis pas. Donc, lorsque je le recevais, je le mettais là dans le contenant de recyclage. Et j'ai décidé donc de m'engager dans une action à mon échelle. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté Publisac. Et puis, on m'a répondu par téléphone et on m'a acheminé la fameuse vignette pour arrêter de recevoir là, à chaque semaine à mes résidences là, le Publisac. Donc, puis là, je l'ai installé au-dessus de ma porte, comme c'était indiqué. Et là, je croyais que mon problème de recevoir du Publisac à chaque semaine aurait été fini. Erreur.
la semaine d'après, je reçois de nouveau le Publisac. Et là, je me suis dit, c'est peut-être le livreur qui a pas porté attention au pictogramme qui a été mis au-dessus de ma porte avec une image en rouge barrée du Publisac, là, comme de quoi que je veux pas les recevoir. Et je me suis dit, peut-être pas remarqué. Ensuite, l'autre semaine d'après, je le reçois toujours. Par la suite, il a fallu que je téléphone le Publisac pour avertir une personne responsable que je le reçois toujours, alors que je ne le veux plus. Ça m'a amené à faire encore une fois un effort après avoir téléphoné. Et l'autre semaine d'après, encore un Publisac. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai recontacté par téléphone Publisac et là, j'ai parlé à une charmante demoiselle. Et c'est sûr qu'on voit que ça évolue dans le domaine du service à la clientèle au fil du temps. Et la personne faisait des beaux reflets empathiques en disant « Ah, je vous comprends. C'est sûr que si j'étais à votre place, je trouverais pas ça agréable. » Puis elle me répétait ça constamment pour essayer de me calmer. Bon, on voit qu'elle avait développé un certain sens de la psychologie. Et là, elle me dit qu'elle va avertir la personne dans mon secteur, comme l'autre précédente, pour que la semaine d'après, je ne reçoive plus le Publisac qui soit livré chez moi. Et la semaine passe, et ça a fonctionné. Et c'est un jour de célébration pour moi ce soir en arrivant chez moi, en voyant qu'il n'y a pas de sac Publisac qui m'attend à ma porte. Mais pour en revenir à ce résultat-là, il y a quand même un mois qui s'est écoulé. En fait, j'avais commencé... j'avais commencé le 11 octobre, toute cette démarche-là. Ensuite, les semaines ont passé. Ça s'est fait sur plusieurs semaines. Fait que ça m'a demandé de la patience. Puis quand on regarde ce système-là, c'est que les gens ici au Québec reçoivent ça par défaut. Alors que pour moi, ce qui serait plus intelligent, c'est que quelqu'un veut le recevoir par la poste, qui contacte la compagnie pour le recevoir, plutôt que de le recevoir ainsi. Ça serait plutôt le contraire. Au lieu que ça soit donné par défaut, il faudrait appeler et faire un effort pour l'obtenir. Mais non. Donc, ça a été la réalisation que j'ai faite en 2019 pour limiter la pollution que je produis, parce que j'avais la vibration que c'était pas intelligent. On reçoit un paquet de publicité à chaque semaine, je ne les regarde pas. Je mets ça au recyclage. C'est sûr que c'est mieux que de mettre ça aux ordures depuis des années, mais quand même, ça demande quand même de l'énergie pour produire ce document-là. Puis au recyclage, ça ne veut pas dire nécessairement que tout le document va être recyclé. Donc, c'est pas optimal comme solution. Et par la suite, bien, c'est sûr que je vais voir si dans le temps, ça va se maintenir ou je vais recevoir de nouveau le Publisac. Parce que ce que j'observe, c'est que dans mon secteur, bien, il y a souvent des personnes interchangeables qui vont livrer le Publisac. Donc, peut-être que s'il y a une autre personne qui remplace celle présentement ou qui change, ben à un moment donné, il va falloir peut-être la réavertir, cette personne-là, que je veux pas être desservi de Publisac. Donc, c'est sûr que s'il y a des gens qui veulent se désabonner du Publisac et qui sont ici au Québec, eh bien, vous retrouverez en bas de l'enregistrement présent le numéro de téléphone pour le faire. Parce que ça, c'est une action qui peut paraître très simple, mais qui peut faire une différence. C'est une longue période de temps là, par rapport à la quantité d'arbres qui sont dépensés inutilement. Et c'est sûr qu'il y a des choses que j'ai faites pour le respect de l'environnement, mais en même temps, aussi de mon portefeuille. C'est pas nécessairement tout le temps dans l'amour inconditionnel, comme on dit, parce que lorsque je vivais chez ma mère, il y a plusieurs années, on recevait le journal, je lisais le journal, mais quand que je suis parti puis j'ai été vivre en appartement, je me suis abonné à aucun journal. Pour moi, c'est de la pollution inutile. D'ailleurs, chez ma mère, il y a plusieurs journaux qui entrent. Donc, ça fait quand même une très grande quantité de papier qui est là. À un moment donné, elle recevait 3 journaux différents à chaque jour. Ça en fait ça fait plusieurs heures de lecture. Et je trouve que les journaux, c'était bien dans l'ère avant Internet. Mais là, aujourd'hui, les articles sont sur Internet. Donc, pourquoi
aller lire des journaux avec des articles qui sont imprimés alors qu'on le regarde sur Internet, puis après ça, on passe à autre chose. Tandis que là, on produit un papier, on imprime une nouvelle qui est rapidement dépassée. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle à chaque jour, il y a des éditions différentes du journal qui sortent. Donc, pour moi, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie. Sinon, autre élément que j'ai fait, cette année, lors de l'automne 2019, étant donné qu'on a évolué, où ce que je suis, il y a 3 bacs. Il y a le bac qui est vert pour les ordures, ensuite le bac bleu pour le recyclage et, depuis quelques années, le bac brun pour le compostage. Donc, autrefois, l'automne au Québec, eh bien, il y avait la récolte des feuilles qu'on mettait dans des sacs en plastique. Et là, à l'automne, à quelques reprises, eh bien, la municipalité allait récupérer ces sacs. Donc, c'était une façon de procéder. Par contre, étant donné qu'on peut mettre des feuilles dans le bac brun, cet automne, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un sac de plastique pour le remplir de feuilles, mais une fois qu'il était plein, je le mettais dans le bac brun, puis là, j'écrasais les feuilles une sur l'autre pour compacter au maximum l'espace. Et puis souvent dans le bac brun, j'étais capable de le remplir avec facilement l'équivalent de 3 ou 4 sacs pleins là, de feuilles qui tombent des arbres. Donc, puis je réutilisais à chaque fois le même sac de plastique. Donc, comme ça, j'utilisais moins de sacs de plastique. C'était bon pour mon portefeuille parce qu'il y a quand même une dépense associée à ça. Puis en même temps, bien, ça fait des sacs de moins là, qui ont à être brisés pour récupérer les feuilles dedans là, par la suite pour, par exemple, la municipalité. Donc, je les mettais dans le bac brun. Je pense que c'est une solution intéressante. C'est sûr que d'une manière optimale, ici au Québec, on ramasse les feuilles à chaque automne pour des raisons d'esthétisme. Puis c'est sûr que si on ramasse pas nos feuilles, ben là, les voisins, des fois, ils sont pas contents. Ça peut créer de la contrariété parce que là, ils vont avoir l'impression qu'on se néglige. Donc, quelqu'un qui ramasse pas ses feuilles extérieures, ça peut être mal vu. Puis là, le voisin peut dire « Ah, ben, il laisse traîner ses feuilles, puis le vent va faire en sorte que ça va aller sur mon terrain. Puis je vais être obligé de ramasser ses feuilles à sa place, et ainsi de suite. » Donc, sous la pression sociale, les gens sont conditionnés à chaque automne à ramasser les feuilles qui proviennent des arbres. Par contre, c'est pas intelligent parce qu'en réalité, les arbres, lorsque les feuilles tombent, on devrait les laisser au sol parce que par la suite, les arbres vont se nourrir de la substance que composent les feuilles pour éventuellement refaire de nouvelles feuilles au printemps à partir de cette substance-là. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, c'est sûr que la solution la plus optimale, la plus intelligente pour moi, ce serait de prendre une tondeuse puis déchiqueter les feuilles en morceaux. Par contre, c'est sûr que sur le plan esthétique, ça peut faire un gazon qui est moins agréable à regarder. Donc, on est beaucoup dans la société du paraître. Fait que le compromis noble, entre guillemets, c'était, dans mon cas, de prendre le même sac puis de réutiliser pour mettre ça dans le bac brun puis de compacter au maximum l'espace pour qu'à chaque semaine que le bac brun passe, bon, ben ça équivaut peut-être à 4 sacs de feuilles. Puis j'ai fait ça pendant plusieurs jours cet automne. Ensuite, c'est sûr que des fois, je vis de la contrariété parce que je trouve que la société évolue pas assez rapidement à mon goût à l'égard de certains aspects. Mais ça, c'est en fonction du désir de mon ego. C'est sûr que chaque chose en son temps, parce que ça fait plusieurs années, avant même que j'ai le bac brun pour faire du compostage, que je trouvais intelligent l'idée de faire du compostage chez moi. Donc, à ce moment-là, je mettais... En fait, tout a commencé parce que l'été, lorsque je mettais des restants de table, que ce soit des pelures de fruits, surtout des pêches, là. Il y a souvent facilement des insectes là, qui vont se raffoler du goût sucré des pêches. Donc, je mettais ça dans le contenant ordures, par exemple,
donc des pêches qui étaient pelées ou le noyau de la pêche. Il y avait d'autres fruits aussi. Et l'été, à la chaleur, comme au mois de juin ou juillet ici au Québec, eh bien, il y a plein d'insectes là, qui se ramassaient là, dans mon contenant ordures. Donc, la solution que j'ai trouvée, c'était de prendre les restes de nature biologique qui pourraient être compostables, comme les pelures de carottes, les pelures de pommes, de différents fruits, légumes, et de les mettre dans un sac en plastique au réfrigérateur. Et par la suite, aller les porter aux poubelles. Il n'y avait pas encore de bac brun. Donc, à ce moment-là, ça empêchait qu'il y ait des insectes pendant l'été. Puis, je trouvais ça plus propre aussi. Il n'y avait pas d'odeur qui se dégageait de la poubelle. Parce que c'est sûr que quand il fait chaud et les fruits se décomposent, l'odeur n'est pas nécessairement tout le temps agréable. Donc, ça, c'était la solution que j'avais trouvée. Et bon, je mettais ça au congélateur à l'année, finalement. Puis à un moment donné, bien, on a évolué. Où est-ce que je suis à Thetford Mines, dans cette ville du Québec, on a le bac brun. Et lorsque c'est apparu, ben, j'ai tout simplement pris le sac de plastique avec les matières compostables, c'est-à-dire des restants de fruits, de légumes, et j'ai mis ça dans le bac brun, donc à l'extérieur. Puis une fois de temps en temps, je vais porter ça. Puis j'essaie de réutiliser aussi le même sac de plastique que je mets dans mon réfrigérateur pour faire ça. Comme ça évite la consommation inutile de sacs. Puis en même temps, ben, ça permet le compostage. Mais avant que la société en vienne là, le réflexe qui consistait à préparer mes choses pour le compostage était déjà là chez moi. Sauf que la société ne faisait pas la cueillette de matière compostable régulièrement comme les ordures. On n'était pas encore rendu là. C'est sûr que si j'aurais eu plus de volonté, j'aurais pu faire du compostage puis essayer de trouver un coin dans le cours pour en faire comme certaines personnes en ont fait. C'est vrai. Par contre, j'ai ma volonté puis je suis pas... je suis prêt à faire mon bout de chemin, mais dans une certaine mesure. Fait que là, c'est sûr, ça va bien pour le compostage. Mais c'est sûr que éventuellement, ça serait intéressant que tout ce que les gens consomment puisse être réutilisé. Et puis, lors de cet automne, j'ai assisté à une conférence en relation avec les changements climatiques. Puis, il a été question, entre autres, de l'économie bleue. Et je veux attirer votre attention là-dessus parce que je trouve ça quand même intéressant. Je vais vous lire dans les prochaines minutes un article qui s'y rapporte. Donc, sur le plan de l'écologie, en termes d'action qui peut être faite, je pense que c'est l'une des approches les plus optimales. Donc, c'est sûr qu'en bas de l'enregistrement présent, je vais vous partager le lien de l'article auquel je vais faire allusion dans les prochaines minutes et que je vais lire des passages. En fait, ce dernier s'intitule « Les promesses de l'économie bleue » d'après Gunther Pauli. Donc, c'est tiré de Solidarité et Progrès. Donc, j'ai trouvé ça intéressant comme concept. Donc, la façon que ça fonctionne, l'économie bleue, grosso modo, ça vise à mettre en place un système où chacun des éléments qui y sont impliqués sont revalorisés, où il n'y a plus de déchets. Donc, c'est une économie qui vise à reproduire le fonctionnement dans la nature avant l'activité de l'homme. Parce que il y a un beau principe qui dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, avant que l'être humain fasse interférence avec l'activité de la nature, bien, le système de la nature était cohérent, dans le sens que les déchets produits, par exemple, par un animal peuvent servir à nourrir un autre être vivant. Donc, si on prend, par exemple, le cas d'un animal qui va déféquer, bien, ces excréments peuvent servir d'engrais pour nourrir la terre, pour produire ensuite des légumes que, par la suite, l'animal peut manger. Puis là, vous voyez le cercle, c'est-à-dire que l'animal mange des légumes, les légumes éventuellement vont devenir ses excréments qui vont nourrir la terre,
qui vont créer d'autres légumes qui vont nourrir de nouveau l'animal, qui va renourrir la terre et la terre va nourrir l'animal. Fait que vous voyez le cycle qui s'installe, qui est cohérent. Donc, c'est dans cet esprit-là, dans l'esprit d'observation de qu'est-ce qui fonctionne dans la nature qu'a été développé le concept d'économie bleue. Donc, c'est sûr que en relation avec ça, il y a plusieurs éléments à prendre en considération. Donc, c'est sûr que je trouve ça intéressant, le concept d'économie bleue, parce qu'il y a d'autres sortes d'économies qui existent. Et là, je vais faire la lecture de cet article-là. Pour résumer sa pensée, Pauly différencie 3 types d'économies. L'économie rouge, c'est ce que nous connaissons actuellement, a entraîné la faillite mondiale actuelle. C'est une économie qui emprunte à tous et à tout, à la nature, à l'humanité, sans penser à rembourser un jour. Les fameuses économies d'échelle visant une baisse du coût unitaire de chaque article manufacturé en ignorant totalement les conséquences induites. L'économie verte, à présent, en comparaison, exige des entreprises de nouveaux investissements, attend des consommateurs qu'ils paient plus cher pour des résultats et des produits équivalents ou moindres, mais soucieux de l'environnement. Or, ce qui était déjà une gageure en période de richesse est devenu, en temps de crise, quasiment impossible. Là, j'arrête un peu la lecture. C'est-à-dire que c'est sûr que l'économie rouge auquel il a été question il y a quelques instants, ben c'est celle qui entraîne la pollution. Ensuite, l'économie verte, pour y pallier, ben c'est tout le mouvement écologiste, donc comme produire de la nourriture bio, et ainsi de suite. Sauf que le problème avec l'économie verte, c'est que lorsque l'économie prospère et les gens ont de l'argent, ben ils peuvent être prêts à payer plus cher, par exemple, pour des aliments bio. Mais s'il y a une crise économique, bien à ce moment-là, ils peuvent mettre de côté les solutions de type écologique parce qu'elles sont moins abordables. Donc, c'est sûr que si la personne a moins d'argent dans ses poches, elle va probablement moins dépenser d'argent lorsqu'elle fait son épicerie pour acheter des fruits et des légumes certifiés biologiques qui, en général, coûtent plus cher. Donc, l'économie verte a ses limites et la solution qui est présentée dans l'article, c'est bien entendu l'économie bleue. Si nous changeons de perspective, nous constaterons que l'économie bleue s'attache à des questions de régénération qui vont au-delà de la préservation ou de la conservation. L'économie bleue ne recycle pas, elle régénère. D'une certaine façon, l'économie bleue consiste à s'assurer qu'un écosystème maintient ses règles évolutives afin que tous puissent bénéficier des flux infinis de la nature en matière de créativité, adaptabilité et abondance. Donc, la solution, ben, c'est une économie qui respecte totalement la nature et qui s'en inspire, donc l'économie bleue dont il est question. Donc, objectif, je continue la lecture parce qu'il y a quand même plusieurs choses intéressantes qui sont dites. Objectif 0 déchet. Pour Pauly, l'objectif n'est pas de faire moins de déchets, mais en s'inspirant de la nature, d'arriver à 0 déchet. Non pas par des privations et de l'austérité suicidaire, mais par l'ingéniosité et des sauts technologiques. Après tout, abolir les déchets, la nature le fait déjà. Si nos industries ressemblaient à la nature, chaque déchet serait l'aliment d'une autre industrie. Plus qu'une économie circulaire, il s'agit d'une économie en cascade. Et cela s'avère possible lorsque l'homme, en mobilisant sa créativité, invente des nouvelles technologies, des nouveaux procédés permettant de métamorphoser les déchets de hier en ressources de demain. Et pas besoin de taxes, de subventions ou même d'investissements, seulement de beauté et d'ingéniosité. Donc, c'est sûr que c'est des belles paroles, hein? D'écouter ça, là, c'est rafraîchissant, c'est séduisant, mais concrètement, qu'est-ce que ça donne? Et c'est là que j'en viens, parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent dire « Ah, ben là, c'est un beau discours que tu nous fais là, sur l'écologie, etc. » Mais concrètement, il y a des exemples où l'économie bleue existe ou qui est en cours de réalisation. On nous en donne plusieurs. Il y a par rapport aux marques de café pour produire des champignons.
Donc, du caféier à la tasse, nous ne consommons que 0,2% de la biomasse de la plante. Le reste est gaspillé. Absurde. Le marc de café est de loin le meilleur compost possible pour la culture de champignons, car une fois bouillie, la fibre du café est un terreau idéal. Déjà, des centaines de villes aux quatre coins de la planète. La collecte du marc de café permet d'alimenter des champignonnaires. Quant au surplus de champignons, il sera utilisé pour nourrir du bétail. Donc, j'arrête la lecture ici. C'est quand même intéressant de réaliser que par rapport à la consommation de café, l'essentiel habituellement était jeté aux poubelles. Et puis là, si on est capable de récupérer les grains de café et puis de faire pousser dedans des champignons, parce que les champignons vont se nourrir de ça et ensuite se nourrir des champignons, au lieu que ça soit considéré comme étant un déchet, la partie du café qui n'est pas utilisée dans le breuvage, eh bien, à ce moment-là, c'est revalorisé d'une façon autre, puis ça a une valeur parce que ça permet de produire de la nourriture. C'est quand même intéressant comme perspective. Donc, il y a plusieurs choses comme ça qui sont présentées. Il y a des solutions intéressantes. Je vais continuer à lire. Oubliez les technologies qui ont besoin de trop d'énergie pour fonctionner comme le Bluetooth. Faisons tout sans pile. Les prothèses auditives, les téléphones mobiles peuvent fonctionner par la conductivité naturelle que nos corps produisent, comme le dispositif nanométrique inventé par le PR George Reynolds qui permet de récupérer l'électricité produite par notre corps et qui nous permet d'envisager bientôt des pacemakers ne nécessitant ni chirurgie, ni anesthésie, ni pile pour fonctionner. Le Fraunhofer Institute est en train de produire le premier téléphone mobile qui fonctionne en convertissant la pression générée par la voix en électricité. On peut créer de l'électricité avec le corps, 60 volts à l'heure, ou par la pression de la voix. Et cela permet d'envisager de faire fonctionner un téléphone mobile pendant plus de 200 heures. Plus vous parlez, plus votre téléphone est chargé. Donc, c'est quand même intéressant comme solution. Puis à ce moment-là, le téléphone est intelligent. Il n'y a pas besoin d'être constamment rechargé avec une batterie. Puis là, la batterie, c'est sûr que ça peut créer de la pollution. C'est sûr que si c'est la même chose qui s'applique à un principe similaire, donc à ce moment-là, pour par exemple le pacemaker, c'est intéressant. Je dis que c'est intéressant l'idée de, par exemple, produire un pacemaker à partir de l'énergie qui est produite du corps, parce qu'en réalité, ça serait la solution optimale par rapport à ma grand-mère. En fait, elle s'est fait installer un stimulateur cardiaque, pacemaker, à l'âge de 87 ans. Cet appareil sert à stimuler les muscles cardiaques et rendre le rythme de son cœur normal. Par contre, la problématique avec ce type d'appareil, c'est que sa durée de vie est d'environ 10 ans. Or, elle est âgée de 96 ans. Et c'est sûr qu'elle, comme au fil du temps, elle a vieilli, elle a moins d'énergie, bien, elle n'est pas intéressée à se faire opérer de nouveau pour se faire installer un nouveau pacemaker pour, dans le fond, régulariser le rythme de son cœur. À ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'éventuellement, l'appareil qu'elle s'est fait installer il y a 9 ans, parce qu'elle est rendue à 96 ans alors que s'était fait installer cet appareil à 87 ans, va bientôt, sans doute, arrêter. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, il reste peut-être 1 an à vivre. Et c'est sûr que c'est contrariant de voir que les technologies actuelles sont limitées. Donc, c'est sûr que j'ai hâte de voir de technologies qui sont plus respectueuses de l'environnement, efficaces comme celles qu'on envisage dans cet article et on travaille. Parce que c'est sûr que, d'un côté, je trouve ça intéressant que ma grand-mère ait pu bénéficier d'un pacemaker, un stimulateur cardiaque, parce qu'après tout, si ma grand-mère serait née, en fait, dans les années 1700, ou elle aurait vécu au siècle dernier, donc il y a à peine quelques décennies, probablement qu'elle serait morte parce que
Dans son cas, elle avait un problème par rapport au fonctionnement de son cœur. Et là, à travers cet appareil-là, ben, ça compense cette problématique pour qu'elle ait une stimulation des muscles cardiaques adéquate pour favoriser la circulation du sang dans son organisme. Donc, sans cette technologie du pacemaker, elle serait probablement décédée il y a environ 9 ans. Par contre, la technologie n'est pas encore assez perfectionnée pour soit développer une pile qui dure plus qu'environ 10 ans, ou, tu sais, si la pile dure pendant 20 ans ou 30 ans, ben là, ça pourrait y extensionner beaucoup son espérance de vie, ou encore mieux, un appareil qui fonctionne littéralement sans pile, qui s'auto-alimente avec l'énergie du corps. Donc, d'un côté, cet appareil-là, c'est mieux que rien, mais en même temps, c'est pas la solution optimale. Donc, sinon, ben, c'est sûr qu'on parle aussi de d'autres solutions qui sont présentes puis intéressantes là, dans l'optique de respecter davantage l'environnement avec le concept de l'économie bleue. Donc, c'est un concept, c'est sûr, qui est prometteur. C'est sûr que je rêve du jour où je vais pouvoir aller, par exemple, au supermarché, avoir des produits qui peuvent être certifiés biologiques, mais en même temps, ça serait bien qu'il y ait une certification par rapport à des produits, par rapport à l'économie bleue. Donc, autrement dit, si on va acheter un café, d'avoir la certification, par exemple, que par la suite, le café qu'on achète, eh bien, les restants qui ont servi à faire produire le café, donc les grains qui restent, ben, soient récupérés pour faire des champignons ou autre chose. Donc, ça serait bien qu'il y ait une certification en la matière. Peut-être qu'un jour, ça va se faire, on verra bien. Mais c'est tout simplement aujourd'hui, le but de l'enregistrement, c'était de parler de choses qui se font en lien avec le respect de l'environnement. Parce que c'est sûr que la vibration que je capte, c'est que de plus en plus de gens sur Terre vont être mis en action pour favoriser un respect de l'environnement. En réaction, entre autres, en lien avec les problèmes de pollution atmosphérique, pollution de l'eau, de la terre, et ainsi de suite. Parce que plus que des êtres humains vont souffrir de ces problématiques-là, et plus qu'à ce moment-là, ça peut créer une tension qui va favoriser un réajustement. Mais c'est sûr qu'ultimement, on n'aurait pas besoin de souffrir de problèmes de pollution pour avoir un comportement qui est plus ajusté si on était capable de se brancher tous collectivement à l'intelligence de l'esprit. Parce que si on sort d'une dynamique de l'ego et de la consommation et surconsommation, puis on fonctionne en harmonie avec les lois universelles, le problème de la pollution au niveau physique, biologique est réglé. Présentement, les choses sont en train de changer à la surface de la Terre, mais un jour à la fois. Puis là, il faut développer la patience. C'est ainsi. C'est ce qui complète à présent cet enregistrement. Comme à l'habitude, je vous remercie de votre écoute et vous dis au revoir. À la prochaine.